Salut à tous et à toutes, on se retrouve encore sur le podcast pour parler football avec une émission un petit peu thématique aujourd'hui. On va parler du football guinéen. Ça tombe bien, il y a Ibo Traoré pour m'accompagner. Salut Ibo. Salut Mansour. Je pense que c'est une émission qui va tenir à cœur. Ouais, beaucoup. On va parler de pas mal de choses parce que on va partir quand même du retrait donc, de la CAN 2025 à la Guinée pour faire une sorte un petit peu d'état des lieux du football guinéen. Pas forcément que de la sélection, mais aussi des infrastructures et des institutions aussi et du foot local. Et forcément, on s'est demandé qui pour nous accompagner aujourd'hui. La réponse était toute trouvée. Notre invité du jour, c'est Alpha Baldé de 100% Foot. Salut Alpha. Salut Mansour et salut à vous. Ravi de t'avoir parmi nous. Plaisir partagé. Je pense que, je ne sais pas par où commencer. Bon, j'ai ma petite idée, mais je pense que tu auras beaucoup de choses à dire aussi, à nous apprendre, parce que c'est vrai que cette annonce, on va partir de là, comme c'est le point de départ de ce podcast, du retrait de l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée. Finalement, la réponse, l'officialisation de la CAF est tombée, ça n'a surpris personne. C'était attendu, c'était dans l'air du temps, il manquait juste que l'officialisation. Oui, il manquait une voix officielle, moi j'allais dire, parce que c'était entre guillemets même officiel. Il y a eu un document qui avait fuité il y a un petit moment qui parlait de cela, mais avant ça même, on a eu le président de la fédération du Nigeria qui s'était exprimé sur les réseaux sociaux. Il y avait un journaliste insider également qui s'était exprimé, qui eux tous affirmaient le fait que la Guinée n'allait pas abriter cette Coupe d'Afrique-là. Moi personnellement, j'ai eu depuis le mois de février une information comme quoi la CAN a déjà été retirée à la Guinée, qu'on est en train de chercher un autre pays. À l'époque même, j'avais entendu parler de l'Algérie et du Maroc. Donc ouais, ça a surpris personne, mais bon, vous savez, malheureusement, on ne va pas commencer à tout déballer, mais en Afrique, ce qui est dommage, c'est de... Moi, j'en veux pas, le fait qu'on soit motivé ou qu'on soit nationaliste un petit peu, qu'on ait une fierté, qu'on veut abriter une CAN. Toutes les nations veulent abriter une CAN, toutes les populations veulent le voir un jour de nos yeux. Mais à un moment donné, quand on est responsable et quand on est décideur et quand on est porte-voix, on est là pas seulement pour défendre son fauteuil ou son portefeuille. On est aussi là pour que l'histoire retienne quelque chose de nous. Et je pense que si l'histoire doit retenir quelque chose de nous, c'est la vérité, nos valeurs. Et dans ce sens-là, on doit dire la vérité. Tu vois. Et moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, ce qui a toujours été le cas, quand le Sénégal s'était proposé, on a refusé, etc. Donc on est toujours en train de prendre le Guinéen pour ce qu'il n'est pas, parce que le Guinéen est très passionné, le Guinéen aime la vérité. Le Guinéen doit être respecté, surtout l'amoureux du football, je pense, doit être vraiment respecté parce qu'on se donne vraiment corps et âme pour l'équipe nationale. Il peut y avoir toute la galère du monde en Guinée, et lui il peut le témoigner quand ils vont jouer en Guinée. Les gens ils laissent tout ce qu'ils ont à faire, ils viennent accompagner le bus, ils viennent regarder les entraînements, ils vont à l'hôtel. Moi j'ai fait partir de ce public-là, ils sautent le stade, ils viennent à 12h, à 13h. Maintenant même ça s'est un peu calmé parce que tu peux venir à 16h, 17h quand le match commence à 17h30. Avant tu venais à 10h, 11h, 12h, tu faisais la queue depuis le matin pour trouver une place, tu mettais une pierre, etc. Donc je sais ce que le supporter guinéen vit et moi je pense que la moindre des choses qu'on lui doit c'est de le respecter en lui disant la vérité. Ivo, est-ce que tu penses pareil qu'il n'y a pas eu un discours de vérité à un moment donné parce qu'on a vu les institutions, notamment le ministre des Sports, dire voilà, non, il y aura la CAN, à la fin la rappeler. Ils ont refusé la proposition de co-organisation du Sénégal, ça aurait peut-être pu permettre de pouvoir finaliser l'organisation quand même. Oui, mais le truc, c'est qu'il faut aussi savoir que le dossier il était entre plusieurs mains, plusieurs ministres, plusieurs fédérations, quoi que ce soit. Le constat général, c'est que on peut dire ce qu'on veut, c'est qu'il n'y a rien qui a été amorcé. Je pense que c'est pour ça que la CAN, en fait, elle n'est pas en Guinée. Si on a du retard ou quoi que ce soit, je pense qu'il y aurait pu avoir encore... comment on va dire, une solution aurait pu être trouvée, sauf que là, c'est même pas du retard, c'est qu'on n'a pas commencé en fait. Et donc, c'est pour ça que voilà, personne n'est vraiment surpris. Donc, le discours qu'il y a, c'est, je sais pas si c'est un discours pour rendre les gens optimistes, mais comme il a dit Alpha, les Guinéens, tellement ils aiment leur foot qu'ils ont besoin de vérité, parce que pour les Guinéens ou quoi que ce soit, c'est un coup dur. Nous, on dit on n'est pas surpris, mais c'est un coup dur quand même pour le pays, on attend ça depuis longtemps. Pour la première fois, tout le monde du football va être tourné sur nous et finalement on ne peut pas répondre à ces attentes-là. C'est ça pour moi je trouve le plus dur. C'est pas pour les acteurs majeurs du football guinéen, c'est pour le public passionné comme il dit Alpha et qui se rattache quasiment que à ça,
qui prennent un coup de massue. Mais moi, pour rebondir encore une fois sur ce qu'il a dit, Alpha, c'est que tu as des infos qui sont quasiment tout le temps fiables. Aux alentours de février, déjà, le bruit il est insistant, on est d'accord. Tu le dis. Est-ce que, en fait, le problème c'est que quand tu le dis, il y a une certaine partie des gens qui veulent l'écouter. Si Alpha il dit ça, il a un média quand même avec 100% foot qui est quand même assez fiable ou quoi que ce soit. C'est la vérité, attention. Ou alors c'est juste, comme certains aiment bien le reprocher, c'est un lanceur d'alerte ou il veut juste faire un peu de polémique. Toi quand tu sors cette annonce, tu le vis comment alors que toi, tu es quasiment sûr que ce que tu as entendu, c'est vrai? Et après, ça se vérifie en plus. Après, c'est pas la première fois. Donc, comment je le vis désormais, ça a changé. C'est-à-dire que j'ai plus d'attente par rapport à ce qu'on reconnaît, par rapport à ce que je dis comme info. On peut faire la liste. Moi, c'est pour ça, à chaque fois, quand je donne une info et qu'on vient me contredire, je dis très souvent, ramenez-moi une info que j'ai donnée qui n'a pas été prouvée. Vous vous rappelez peut-être à l'époque, c'était encore international, du cas Amadou Diawara, quand on disait que l'Italie voulait l'enrôler, qu'il allait peut-être jouer pour l'Italie, etc. et tout. J'avais donné l'info comme quoi il avait déjà donné sa parole qu'il allait jouer pour la Guinée. Sauf que l'échange avec Kaba ne fonctionnait pas très bien à l'époque-là. C'est Amadou Diaby qui s'était inséré dans l'affaire pour finalement le faire venir. Donc cette info-là... C'était pas alors avec Kaba ou c'était pas Kaba le sélectionneur? Non, tu sais qu'il était chargé des binationaux, comme ce que font certains internationaux quand ils commencent avec les sélections. Ils commencent d'abord à rapprocher les binationaux, etc. Ce que faisait Kaba à l'époque. Donc du coup, cette info-là, je l'avais donnée. Tout le monde disait non, l'Italie le veut, il cherche un passeport italien, etc. Sauf qu'il y a des places d'extra-communautaires dans les clubs. En fait, il y a beaucoup de gens, en fait, ils ne comprennent pas ça. Pour eux, en fait, dès qu'un sportif cherche un passeport européen, voilà. Ça pose en ordre. Non, en fait, ça arrange le club. Exactement. Ça arrange le club d'être d'avoir En Espagne, au Real Madrid, ils font que ça. Oui, mais bien sûr, mais même là, je peux te donner, ça va être une première, je peux te donner quelque chose, c'est que le cas de Mamadou Kané qui a été libéré par l'Olympiakos et Agibou qui a eu quelques soucis, c'est parce que l'Olympiakos a changé de politique, tu as vu, ils ont changé de coach, etc. et tout, ils vont ramener, ils ont fait beaucoup de mercato avec notamment l'Espagnol qui était à Marseille, j'oublie son nom, le mec qui connaît un peu la faute, voilà, Bakambu, etc. et tout, donc ils prennent beaucoup d'étrangers, donc ils avaient besoin de libérer des places d'extra-communautaires. Donc eux, ils en ont fait les frais un petit peu, quand t'as pas de passeport européen. C'est ça. Donc voilà, donc à l'époque, j'avais donné cette info-là, ça s'était avéré également vrai. On a lancé beaucoup d'alertes comme ça dans le football guinéen, que ce soit les dossiers sur la FIFA, sur les fonds de la FIFA, etc. avec l'ancienne fédération. Tu sais, le problème en Guinée, c'est que il y a une mentalité, je pense qu'il faut changer, c'est que vu qu'on est beaucoup dans une guerre de clans, parce qu'on s'invente des guerres de clans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème en vérité, mais vu qu'on défend souvent des intérêts particuliers, donc on pense qu'à un moment donné, lorsque tu t'exprimes, tu le fais contre quelqu'un ou contre quelque chose. Donc vu que c'est ça, ils sont dans d'autres parties, ils vont te voir comme quelqu'un qui veut déranger, déstabiliser cette partie. Récemment, j'ai été taxé de personnes qui n'aiment pas l'équipe actuelle du Conor. Mais on m'a taxé aussi comme quelqu'un qui n'aimait pas l'ancienne équipe de la fédération qui est Antonio Soare. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, on m'avait taxé un peu, même si j'étais très jeune, mais en Guinée, de quelqu'un qui n'aime pas l'équipe de Super V. Donc au final, c'est que j'aime personne. Tu vois, moi, ça me gratifie même au final. Non, mais c'est sérieux, tu vois, au final, ça me gratifie. Parce que je me dis, ok, donc ça veut dire qu'au final, j'aime personne. Si demain, c'est Ibou qui vient et que je ne suis pas dans la gestion et que Ibou, il fait certaines choses, je vais critiquer également cette gestion-là. Parce que moi, je sais, je viens de ce peuple-là. Moi, j'ai fait la queue. C'est pour ça que ça me fait rire, en fait. Moi, j'ai escaladé les stades du 28 septembre. J'avais 12, 11 ans, 10 ans, 14 ans. Je partais crier pour le Sili. Je me blessais. Je revenais à la maison. Parfois, on m'interdisait de manger parce que j'étais parti au stade. Je ne suis pas rentré avant 19h. Alors que les matchs finissent à 18-19h. Tu rêves de voir les joueurs dans le bus. Donc, tu restes un peu plus. Donc, quand on me taxe de quoi que ce soit, moi, ça ne me touche pas vraiment. Donc, l'info, quand elle sort, moi, je sais qu'il y a des gens qui croient à l'info, mais qui malheureusement ne veulent pas que ça soit moi qui l'ai donné. Ça les dérange un petit peu. Le pourquoi, ça, je ne sais pas. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Des fois, c'est selon la personne qui donne l'info, tu crois ou tu n'y crois pas. Ça, c'est fou. Mais pour rebondir sur ce que disait Alpha, moi, c'est vrai que j'ai eu des échos depuis le mois de janvier. Le mois de janvier, des gars commençaient déjà à dire en off, bon, là, l'urgence, c'est gérer la CAN 2021 au Cameroun parce que c'était tendu, aura lieu, aura pas lieu. On va s'occuper de ça, après on gère à la Guinée. Entre guillemets, on gère à la Guinée en mode
on va juste leur dire, écoutez, on vous retire et puis on trouve un autre pays. Mais en gros, pour eux, c'était déjà acté. Ça fait des mois que c'est acté, en fait. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai l'impression que le truc, là, c'est passé. On vous retire la CAN, ok, c'est passé comme lettre à la poste. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que l'attribution, elle s'est faite en 2017. À la base, c'était pour 2014. 2014, n'importe quoi, pardon. Ils ont donc donné 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Donc déjà, tu vois, tu avais déjà 9 ans pour te préparer. On te rajoute 2 ans avec les fameux glissements des cannes. Tu passes à 2025, tu passes à 11 ans. En 11 années, tu n'as pas été capable de poser une pierre. Je trouve ça fou en fait. Donc en fait, quand vous dites que, vous, je parle de ceux qui sont dans les comités autres, que vous investissez des fonds machin, mais ils sont passés où? Où sont les stades qui se lèvent, les machins? 11 ans, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses que beaucoup ne connaissent pas vraiment parce qu'ils ne sont pas dans ce milieu-là et parce qu'ils ne connaissent pas un petit peu les fonds des choses. Pour organiser une Coupe d'Afrique, tu sais, il y a beaucoup d'argent qui est décaissé. Il y a des appels d'offres, il y a des sociétés qui financent, il y a des manias aussi, il y a des hommes d'affaires riches, il y a des puissances, il y a des lobbies, etc. Donc il y a de l'argent qui va circuler. Tu sais, aujourd'hui, le football, malheureusement, ça draine, enfin malheureusement ou heureusement pour ceux qui sont dedans, quand tu joues, quand tu es dans les coulisses, etc., ça draine beaucoup d'argent. Donc beaucoup en Afrique espèrent, avec une organisation, que c'est une vache à lait. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, avec le Kokan de Pantamasso, on sait qu'il y a eu beaucoup d'argent sorti pour le Kokan. Et malheureusement, ce Kokan-là n'a posé aucune pierre, comme tu le dis. Donc pour beaucoup de personnes, comme le président de Guico Press, M. Kerfala Camara, que je respecte énormément, qui fait beaucoup pour le football guinéen, qui à lui seul tient le AFIA, qui est en club du championnat guinéen et tout ça, il a tout intérêt à dire que la CAN va se jouer. Parce que tous les marchés reviendront à Guico Press. Donc c'est pour ça, en fait, il faut savoir qui parle et comment l'écouter, s'il est audible ou pas. Si un homme d'affaires te dit, un patron du BTP te dit, oui, la CAN va se faire, je suis formel là-dessus, etc., mais comprendre qu'il est en train de défendre son marché. Parce que demain, si on dit oui, c'est bon, ils vont décaisser l'argent, ils vont avoir des travaux, etc. Et Guico Press vit de ça. On sait qu'à l'époque, sur les financements du président, quand ça bloque, c'est un peu compliqué, etc. Donc ils ont besoin de décaissement. Donc ça dépend qui te parle, qui dit quoi, est-ce qu'il est audible, est-ce qu'il a un intérêt, etc. Et ça te permet facilement de voir les choses. Sauf que chez nous, quand tu as une organisation, quand tu as quelque chose qui veut être mis en place, il y a de l'argent qui sort, donc tout le monde essaie de défendre un petit peu son porte-monnaie. Oui, on va le faire. Sinon, sincèrement, moi quand je vois un ministre qui dit on va le faire, alors qu'il reste, on est en 2022, ça va se faire en 2025, il reste 3 ans. Tout ce que tu as à construire en 3 ans, c'est extraordinaire. Parce que les gens pensent que les stades, c'est pas que des stades. C'est pas que les stades. Les hôpitaux, les hôtels. Et à 6 mois, tu dois fournir à la CAF un dossier de sécurité complet. Comme quoi, tu as testé, tout est aux normes, etc. Donc ça veut dire que c'est même pas 3 ans qu'on a. C'est 2 ans et demi, disons 2 ans, 8 mois, maximum 7 mois. Et le stade Garando, il a été au Sénégal, architecture magnifique, extraordinaire. Il a été inauguré en 2 ans. Il est fini en 16 mois, 17 mois. Il a été inauguré en 2 ans. Sachant qu'il a été inauguré, mais il n'était pas totalement prêt. Il n'était pas totalement prêt. Il n'est pas totalement prêt encore. On l'a vu, hein. Il n'est pas encore totalement prêt. Exactement. Et ça, pour te dire que ça, c'est considéré pourtant comme un méga stade. Donc 17 mois. Imagine pour te faire 4 stades comme ça, minimum. Bon, on ne va pas dire comme ça, mais réduire un petit peu. Il faut que tu les fasses dans différentes villes. Pour aller dans... Moi, j'ai été à Conakry. C'est pour ça que je ne comprends pas en fait comment on peut, si ce n'est pas pour défendre quelque chose ou pour gagner quelque chose, comment on peut? Enfin, c'est pas de la langue de bois. Là, on n'est plus dans la langue de bois. On est dans la langue du béton, dans la langue je sais pas, du farané. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, comment tu peux savoir tout ça en étant dans le football et tenir des discours comme quoi ça va se faire? Que le président Doumbouya, le chef de la junte, dit cela, je peux comprendre. C'est un militaire, il est passionné, il a envie que ça se fasse, etc. Langage militaire. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Je l'en tiens par rigueur. Moi, quand Mamadi Doumbouya dit ça, je dis ok, c'est bon, il est en train de dire cela, pas de problème. Mais en tant que ministre, on ne te demande pas forcément de venir dire oui, on va la faire avec des photos en route vers la CAN, etc. C'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est peut-être de voir ton président, c'est peut-être de voir ton premier ministre. Monsieur le ministre, il y a peut-être des travaux colossaux, on ne pourra peut-être pas tenir les délais, il ne faut peut-être pas faire espérer les Guinéens, il faut peut-être penser à leur dire peut-être pas cette CAN-là, on va avoir la CAN junior, etc. Il faut commencer à dire la vérité aux Guinéens. Il faut que les chefs commencent à éduquer le Guinéen. Parce que faire rêver les gens, c'est bien. Mais le désespoir est encore plus grand que le rêve. C'est ça en plus. C'est ça. Voilà, quand on te fait rêver, qu'après la déception elle est immense.
quand tu dis à un élève, t'es très bon, t'es très bon, t'es très bon, t'es très bon, alors que tu sais qu'il n'est pas bon et qu'il va à l'examen, il échoue, je pense que tout ce que tu l'as dit pendant l'année, c'est bon, mieux vaut que tu lui dises, je suis pas content de toi, je suis pas content de toi, qu'il aille à l'examen et qu'il échoue, il va relativiser. Et s'il réussit, ça sera extraordinaire. Par contre, si tu lui dis tout le temps, t'es bon, t'es bon, t'es bon, le jour de l'examen, il sait pas quoi marquer sur la page, je pense qu'il te fera plus confiance. Ouais, le seul truc que là, où je peux comprendre un peu, hein, même le ministre ou quoi que ce soit, c'est qu'ils prennent le truc en cours. Donc eux, avec le temps qu'ils ont, ils essayent, tu vois, de se dire oui, c'est possible. Oui, mais d'accord. Mais en fait, le truc, comme tu as dit, le vrai problème, c'est qu'on a depuis 11 ans. C'est là le problème, tu vois. Si maintenant il y a un nouveau régime, il y a un nouveau président, il y a un nouveau ministre, et qu'eux s'estiment qu'on va tout faire pour la faire, et ils prennent le truc en cours. Non, mais justement, toi tu viens de dire un discours, tu dis on va tout faire pour la faire. Oui, tu vois, ça c'est pas on va la faire. C'est différent. Toi-même, tu as utilisé le bon terme. On va tout faire pour la réussir. Ça, je suis d'accord. Si un ministre dit on l'a pris en cours, le discours que tu as, s'ils le font, pour moi, c'est un discours de vérité. Depuis que l'ancien régime était là, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas posé une seule pierre. Nous, on est venus, on a pris les choses en main. Le temps, il est vraiment court. On va tout faire pour réussir ce délai-là. Moi, je suis d'accord. On n'a rien à leur reprocher. Mais tu vois, mettre des photos en route vers la CAN, il faut vraiment qu'on l'organise. Il y a même une expression où il dit il faut qu'on me mette une balle dans la tête si on ne réussit pas cette CAN. La seule manière de me décourager. Tu vois, c'est du populisme, mais on a toujours bercé dans ça. Tu vois, et c'est ça qui est vraiment dommage. Et aujourd'hui, moi, je pense que notre football n'a pas besoin de ça. Notre football a besoin. Le Sénégal a connu des périodes comme ça, avec des très bons joueurs, etc. À chaque fois, ça rêvait, etc. À un moment donné, ils se sont vraiment mis un petit peu plus bas, ils ont bossé. Aujourd'hui, les résultats commencent à se faire. Beaucoup de nations l'ont fait. Le Maroc, à un moment donné, ça rêvait beaucoup. À chaque compétition, le Maroc, ça devait prendre la CAN. Moi, je ne parle même pas d'infrastructure parce que pour moi, le Maroc, c'est topless, c'est extraordinaire au niveau Afrique, tu vois. Mais nous, c'est que, moi, je pense qu'infrastructure, on n'a rien. Résultat, on n'a rien. Mais on continue de parler comme si on était les meilleurs en Afrique. Et ça me dérange beaucoup, tu vois. Ça me dérange énormément. Même quand tu étais joueur, hein, à chaque compétition, oui, on devait la gagner, oui, on était fort, les Brésiliens d'Afrique, etc. Depuis que tu as été en sélection, la seule CAN où vous avez impressionné, vraiment, vraiment impressionné, c'est ta première CAN avec Duffier. En 2012. Celle où tu passes même pas le premier tour. Ouais, mais c'est celle-là. Mais quoi, pour te dire comme quoi, c'est pas que le résultat qui compte. Beaucoup moi me voient comme un mec du résultat, mais pas forcément. C'est pas que le résultat qui compte parce que cette CAN-là, vous n'étiez pas passé au second tour, vous étiez sorti en phase de poule, mais c'est la CAN où le Chili a le plus brillé, où le Chili a donné le plus de plaisir à ses supporters. Et puis sinon, c'était les CAN à 16 encore à l'époque du coup, t'as 3 gros matchs. Exactement, c'est ça. Et après, vous êtes passé avec des tirages au sort. Après, vous êtes parti en Égypte. On sait que c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, on se voit plus beau que l'on est. Et le problème, c'est les dirigeants qui continuent à perpétuer cette parole-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour eux, il n'y a pas de problème. Et après le match amical qu'il y a eu face à la Côte d'Ivoire, moi, ça me fait de la peine de dire ça un peu parce qu'on va encore dire que j'aime pas l'équipe qui est en place. Mais un vice-président du Pôle Nord, même si c'est temporaire, hein, qui dit, les audios existent, si Kaba ne qualifie pas l'équipe, je parle même pas de Kaba, si l'équipe n'est pas qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas forcément un frein à notre évolution. Mais t'es pas l'Érythrée, hein. Moi, je suis d'accord. C'est une CAN à 24, quoi. Mais c'est une CAN à 24. Si tu ne te qualifies pas dans une CAN à 24, alors qu'on est sur les 2 dernières CAN de façon régulière, on commence à. Tu sais, avant on faisait une CAN, on partait pas une CAN. Est-ce que c'est pas pour donner de la stabilité dans le travail que tu donnes de la stabilité en disant que si tu ne te qualifies pas, c'est pas grave. Pour te dire, voilà, fais ce que tu as à faire, tu vois, les résultats, on verra ça après. Parce que si, par exemple, c'est une CAN à 24, c'est quasiment impossible qu'on n'y aille pas dans une CAN à 24. Attention, surprise. Mais quand on dit... c'est une grosse surprise pour moi en tout cas. Et je veux juste rester dans le truc réaliste comme tu dis et pas... moi ce serait pour moi une plus grande désillusion si tu vas pas dans une CAN à 24 que limite de ne pas faire la CAN. Mais moi je comprends ce que tu dis. Mais est-ce que tu penses que c'est une façon de laisser de la continuité en disant que si on ne se qualifie pas, c'est pas grave? Quel message tu envoies en tant que dirigeant? Moi j'essaie de comprendre. Quand tu as un sélectionneur, tu lui fixes des objectifs. Oui. L'objectif forcément qu'on a généralement en Afrique, c'est au moins tu es qualifié pour une CAN. C'est même pas genre d'aller la gagner, c'est le minimum, c'est de qualifier pour la CAN. C'est quasiment l'objectif minimal de tous les contrats de sélectionneurs. Donc c'est vrai que le discours... Tu vois, moi c'est ça. Et quand je dis que c'est nos dirigeants qu'il faut pointer du doigt, c'est ça. Et moi je suis pas d'accord que tu comprennes même, qu'on te dise oui, c'est parce qu'on veut créer de la stabilité. Non, j'ai pas dit que je comprends, j'ai dit que...
essaye de voir à la place de la personne, puisque de toute façon, toutes les choses qui se passent, on est obligé d'essayer de les comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus rien où tu te dis, ouais, c'est comme ça, tu vois ou pas. Tu sais, ça roule. Tu sais, tu es obligé d'essayer de tout comprendre. Moi, mon constat, c'est tu me demandes, on ne fait pas la CAN, on n'est pas forcément déçu parce qu'on savait que ça aurait été très dur de la faire. Pour moi, le constat, c'est, tu vois, c'est sur le terrain, là, il faut qu'on aille à la CAN. Et reprendre, tu sais, sur les bases. Et voilà, ok, on n'a pas fait la CAN, on est d'accord? On n'a pas organisé, on n'organise pas la CAN. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, hein, ça c'est mon avis à moi, hein, c'est que déjà aujourd'hui, on a commencé à poser des briques, on a commencé à dire on va faire ci, on va faire ça. On se dote de choses pour se dire, ok, on n'a pas pu le faire à ce temps-là, mais là, dans les 10 ans, je sais pas quoi, alors, là, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a bossé. Ça va être important justement, parce que là, il y a retrait de la CAN, mais derrière, les travaux ils vont continuer. Ils vont réellement continuer ou c'est juste un effet d'annonce? Parce que ça se trouve, on va revenir dans 2 ans, on va dire, ah, ben, voilà, les chantiers sont à l'abandon, il y a une demi-tribune, un demi-hôtel, tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi qui est important. Parce que souvent, malheureusement, quand il y a l'emballement, on construit à la hâte, mais dès qu'on te retire, tu laisses tomber. Exactement, moi c'est ce que j'ai d'ailleurs dit il n'y a pas plus tard que 5 jours. Je dis maintenant, c'est un test aussi. C'est-à-dire qu'on va voir vraiment si l'élan qui était né subitement pour organiser cette CAN, est-ce que c'est un véritable élan parce qu'on veut que la Guinée abrite une compétition ou parce qu'on aime le football guinéen, on aime le sport guinéen, ou c'était juste une façon de se faire plaire aux yeux de la population. Ça, on va le voir maintenant. Parce qu'on dit qu'on était prêt à l'organiser en 2025. Tant mieux. Si on finit tout en 2025-2026, la CAF verra que la Guinée peut respecter ses engagements, la Guinée peut vraiment travailler dans la rapidité, la Guinée est fiable, donc on va peut-être nous donner un CHAN, on va peut-être nous donner une CAN U20, une CAN U23, etc. Donc ça voudra dire qu'on est prêt maintenant. Donc avec un dossier solide, on pourra aller maintenant titiller la CAF pour demander à ce qu'on ait vraiment maintenant, nous tous qui étions en train de dire on ne peut pas l'organiser, on sera les premiers à défendre le dossier guinéen pour dire que maintenant oui on est capable de le faire. Mais comme tu le dis, d'ailleurs même dans des pays où la Coupe d'Afrique est organisée, on voit que les infrastructures sont abandonnées. Exactement, là, voilà. Mais à plus forte raison dans les pays où on n'a pas accepté de donner. Et il faut voir maintenant si on va rester sur le travail là ou on va encore continuer à faire des discours. En même temps, c'est la seule solution qu'on a. Hein. Ah, écoute, encore faut-il l'appliquer. Mais tu n'as pas d'autre solution, puisque je pense que même moi, je pense que limite, maintenant tu vois, la CAF, je pense qu'elle va même changer son mode d'attribution. Elle va dire on va donner à ceux qui sont prêts, pas ceux qui vont essayer d'être prêts. Au Cameroun, ça a mis du temps. La Côte d'Ivoire, c'est pas encore totalement fini, même s'ils vont sûrement. C'est quand la dernière CAN, on l'a attribué à un pays, il a respecté en temps et en heure. Indice. Non, franchement, cherche, tu vas voir. Qui a été attribué, hein. Donc on ne compte pas l'Égypte. Non. Puisque l'Égypte, ça a été en remplacement. Mais remonte sinon. Il faut remonter à 2010. C'est l'Afrique du Sud? Non, l'Afrique du Sud c'est 2013. L'Afrique du Sud remplace la Libye. Ah oui. 2010 c'était? C'est en 2013. 2010 c'est au Ghana. T'imagines? Il faut remonter à 2010 pour qu'on attribue à un pays, il a respecté. Et encore, il a respecté Ric-Rac et heureusement c'était à 16. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ça montre déjà que c'est. Peut-être, ouais, pour voir le mode d'attribution, ce serait pas mal. Et malheureusement, quitte à exclure des pays, hein, dire voilà, mais vous n'avez pas les infrastructures, équipez-vous d'abord, après on verra, ou sinon co-organisation aussi, ça peut être une solution. C'est ça, c'est la vitrine du football africain. 24 pays, c'est lourd aussi. On est passé à 24, pour moi c'est beaucoup trop tôt. L'Afrique n'est pas prête, mais malheureusement il a fallu dire amen à M. Diani. Et voilà, mais c'est compliqué d'organiser une CAN à 24. Ah oui, mais très peu de pays sont capables. Moi je suis complètement d'accord avec toi. Moi j'avais dit il y a quelques années, il faut le bloquer à certains pays. Si on n'est pas content, on travaille. Ça, c'est le mérite. Pour moi, c'est la vitrine du football africain. Il ne faut pas qu'on rigole avec. On n'est pas là à distribuer des bons points ou des câlins ou des bisbis à tout le monde. On ne donne pas de canne à un ami. Quoi. Voilà, c'est pas parce que c'est un ami, on va lui donner une canne, parce que c'est quand même la vitrine du football africain. On sait que le football africain, pour la moindre des choses, on lui tombe dessus facilement. C'est pour des tweets, pour s'amuser, rigoler, faire des blagues. Donc voilà, il faut que la CAF aussi comprenne que les Africains sont fiers de leur football. Il faut qu'on montre le meilleur de notre football, le meilleur de notre visage, l'organisation, qu'on soit capable. Et que les autres pays, s'il le faut, viennent prendre des leçons avec des pays qui sont déjà prêts pour organiser les Coupes d'Afrique. Moi, l'Égypte, même si c'est un État où il y a, voilà, on va dire entre guillemets, avec beaucoup de policiers, de militaires, etc., c'était une très bonne Coupe d'Afrique. Maintenant, le problème aussi qui se fait, moi, le football africain, c'est pour ça que je dis la CAF, c'est... On parle beaucoup de nos fédérations, mais la CAF aussi a beaucoup à dire, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels la CAF devrait vraiment se pencher, parce que
On nous dit oui, quand le pays organisateur ne joue pas, les gens ne viennent pas. Oui, d'accord, c'est vrai, mais regardez les prix des billets. Regardez les prix des billets quand il faut aller voir une Coupe d'Afrique. Tu penses qu'un Guinéen, on va mettre 4 millions, 7 millions, 12 millions, pardon, je parle en franc guinéen, 1000 euros, 1500 euros pour aller suivre son équipe? Dans l'année, il ne gagne pas 1500 euros. Dans l'année, je ne parle pas du mois, dans l'année. Il ne va pas gagner 1500 euros s'il met de l'argent de côté. Tu penses qu'il va prendre son budget de l'année ou de 2 ans pour aller... Il va travailler 2 ans pour aller voir une Coupe d'Afrique? Il ne va pas le faire. Donc est-ce que peut-être aussi là, sur le déplacement, et les routes ne sont pas dans des états très très bonnes. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Ou alors, faire comme l'Euro l'avait fait avec plusieurs villes, essayer de mettre des groupes, Sénégal, Guinée, Mali, où les supporters peuvent vraiment... Tu vois, il faut réfléchir d'une autre façon. C'est-à-dire que la réalité crée la politique pour moi. Tu vois, c'est ça qui est important. La politique doit se baser sur la réalité. Et la réalité du terrain en Afrique, c'est que ce n'est pas la réalité du terrain en Occident. En Occident, avec 60 euros, tu peux aller à Rome. Tu peux aller à Rome avec 60 euros. Même un Guinéen, tu lui mets 500 000, 50 euros, ça fait 500, 600 000. Pour aller voir un match au Maroc, je pense qu'il peut le faire. 50% peut-être pourront le faire. Donc déjà, tu aiderais un petit peu. Mais quand il faut payer 400 euros, 300 euros, 500 euros, sans compter le logement et la nourriture pour aller voir le Sili au Maroc ou pour aller voir le Sili en Égypte, tu vas pas. Tu vas pas. Et ça fait que c'est normal. Bah, quand les Égyptiens ne jouent pas, pourquoi les Égyptiens viennent là regarder Tanzanie, Tanzanie, Afrique du Sud? Moi, on me dit souvent, oui, mais quand le pays africain, quand le pays organisateur ne joue pas, le stade est vide, etc. Mais oui, mais attends, tu organises une CAN, tu viens voir ton pays. À moins que tu sois vraiment un fanat de football, il ne faut pas oublier aussi que les autres ils travaillent, c'est des journées de travail, ça joue en semaine, etc. C'est presque le week-end. Donc tu ne vas pas laisser ton travail. Si ton pays joue, la nation s'arrête, souvent en Afrique, comme on le fait. Mais si ce n'est pas ton pays qui joue, bah, ça travaille. Donc tu ne vas pas laisser le taf pour venir regarder Guinée-Maroc. C'est logique. Mais si les Guinéens peuvent venir jusqu'en Afrique du Sud, etc., avec des prix du billet beaucoup cassés pour l'occasion, avec des compagnies qui peuvent faire du low cost, avec des... Voilà, il faut travailler. Mais j'ai l'impression que tout ça n'est pas vraiment mis sur la table du côté de la CAF, quoi. On attend juste quand la CAN arrive, bah, comme Mansour le dit, beaucoup de CAN ont été bougés ces derniers temps. Ebola, Maroc n'a pas pu, Guinée équatoriale a pris. Ensuite là-bas, il y a eu problème au Maroc, il y a eu problème au Cameroun, l'Égypte l'a pris. Enfin la CAN, même ça, quand on le voit de l'extérieur, ça n'impose pas de respect. Non, ça n'impose pas de respect, c'est vrai. Même c'est léger. Mais en tout cas, pour revenir au football guinéen, donc voilà, il y a eu cette grosse news qui est le retrait de la CAN. Mais avant ça, il y a l'équipe qui ne s'est pas qualifiée pour le CHAN 2023. On a vu aussi récemment, on va dire, les clubs un petit peu reculer sur la scène continentale. C'est clairement pas l'année de la Guinée, quoi. On a l'impression qu'il y a pas que tous les voyants sont au rouge, mais que voilà, quoi, il y a vraiment une... Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? En 2022, on peut dire que tous les voyants sont au rouge. Hein. Ouais. Nous, on a fait 100% foot, on a listé un petit peu. Tous les voyants sont au rouge. C'est-à-dire que CAN féminine, tu n'y as pas. Avec les U20, tu as été éliminé en Mauritanie. Tu as parlé du CHAN. La Guinée a été éliminée par le géant de la Gambie. Le Sénégal qui battait tout le temps en plus. Oui, non, ça c'est le CHAN, mais moi je parle de la Coupe d'Afrique aussi, où on a été éliminé par l'immense Gambie. Les clubs aussi, tu as parfaitement raison, on passe jamais les tours. Moi j'ai été avec Kaloum, à un moment donné, on avait joué face au Tevra Xena. Mais tu comprends tout de suite pourquoi. Moi par exemple, en 2020, ça m'a trouvé, j'étais à Kaloum, j'ai été directeur sportif, donc j'étais de l'intérieur. Quand tu vois comment les matchs sont préparés, après c'est pour ça que je dis toujours, ça peut passer une fois, 2 fois, mais ça ne peut pas te garantir une réussite sportive, de bons résultats sur la durée. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que quand tu vois jusqu'à la veille, on ne sait pas qui part pas. Après, on va dire oui, c'est propre à toute l'Afrique, etc. Mais ce n'est pas parce que c'est propre à toute l'Afrique qu'on va l'accepter et qu'on va continuer de baigner dans cet amateurisme-là. C'est soit qu'on veut faire du football, ou alors on invente un autre sport, on dit football à l'africaine. Tu vois, football à 5, football à truc. On dit football à l'africaine. Ça veut dire, donc, c'est quoi football à l'africaine? Les règles sont là. Jusqu'à la veille du départ, on ne sait pas qui peut voyager. Quand on arrive, on ne sait pas vraiment dans quel hôtel on va être exactement, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc comme ça, au moins, quand tu travailles football à l'africaine, tu sais la réalité à l'africaine, etc. Mais voilà, mais on ne va pas me dire football et tu te retrouves dans des trucs qui ne sont pas du football. Moi, je sais tout ce que j'ai eu à... tu peux pas, tu peux pas. C'est impossible que tu aies des résultats avec ça. Moi, j'ai vu l'équipe locale se préparer avec l'AP,
qui critiquaient, qui demandaient le manque de moyens, etc. Les U20, quand ils sont partis, moi je connais, j'ai des joueurs à moi là-bas, parce que quand j'étais à Kaloum, j'ai 2-3 joueurs à moi qui sont encore dans les U20 et tout, avec qui je parle. Tu peux pas. Moi je sais pas avec quel miracle on continue de croire qu'on pourra faire quelque chose. C'est ça qui me fustige, tu vois, c'est ça qui me dérange un peu. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, il faut accepter de dire la vérité. Il faut accepter que les dirigeants eux-mêmes arrêtent de mentir aux gens. On ne peut pas obtenir certains résultats avec certains modes de fonctionnement. Même le Royal, j'ai l'impression qu'ils sont en train de rentrer dans le rang aussi. Le Royal est en train de rentrer dans les rangs. Ça s'explique par 2-3 choses. Faut savoir que le Royal, avant, tu sais, la nouveauté, ça surprend toujours. Donc le Royal est venu de nulle part avec des investissements vraiment conséquents et avec un bon recrutement à un moment donné. Il ne faut pas se mentir. Maintenant, le problème en Guinée, tu sais, bon, c'est pas le problème seulement en Guinée, c'est le problème partout. C'est lorsque tu gagnes, c'est Bielsa qui dit ça souvent, il dit que la victoire est ton pire ennemi. C'est-à-dire que c'est dans la victoire que tu peux t'enliser, t'endormir et oublier de penser à l'après. D'accord ? C'est ce qui rattrape aujourd'hui un peu le football italien. Quand ça gagnait dans les années 90, etc., on n'a pas pensé à l'après avec le foot business, etc. C'est toujours resté des clubs de famille. Ça a eu du mal à décoller. Les Anglais les ont dépassés, les Allemands, etc. Le branding, etc. C'est pour ça aujourd'hui, le calcio aussi, bon, ça recommence un peu. Donc pour revenir à la Guinée, c'est que le Orea particulièrement, c'est que ils ont beaucoup gagné sur le plan local. Quand tu gagnes beaucoup, tu ne fournis pas forcément trop d'efforts. Et ils ont eu beaucoup de joueurs qu'ils ont gardés beaucoup d'années. Et eux, ils ont commencé à partir. Il y a eu beaucoup de joueurs qui faisaient vraiment l'affaire, qui sont partis. Et le recrutement n'a pas suivi derrière. Il faut voir qu'aujourd'hui, les recrutements qui réussissaient beaucoup au Royal avant, aujourd'hui, ça ne réussit pas comme ça. Tu vois, les Okanse Mandela, les Dipita Ebele à un moment donné, des joueurs comme ça, des Khadim Diaye quand ils venaient d'arriver, etc., c'était des gros recrutements et des recrutements qui te prouvaient tout de suite. Aujourd'hui, certes, il y a encore un ou deux joueurs qui, lorsqu'ils sont recrutés, sont plutôt pas mal, sont internationaux, mais tu n'as pas cette qualité de recrutement-là que tu avais avant. Ça, c'est vrai. La deuxième chose, c'est que malheureusement, le championnat guinéen aussi n'aide pas. Voilà, donc il faut se dire la vérité. C'est-à-dire que le Royal, aujourd'hui, le championnat guinéen, le survole. Il le survole complètement. Ils sont vraiment au-dessus de toutes les équipes. Mais quand ils sortent à l'étranger, c'est un peu ce que le PSG avait avec la Ligue 1. Okay, ou alors à toujours. Donc quand ils sortent sur le continent africain, ils vont jouer face à des équipes comme le Vitad, face à des équipes comme Mamelodi, etc., qui sont dans des championnats où voilà, tu as une forte adversité, les Al-Ali, etc. Alors qu'en Guinée, bah, tu n'as pas une adversité. L'Orea est champion à 8 journées de la fin, à 12 journées. Moi, quand j'étais là-bas, à un moment donné, l'Orea avait accumulé, je pense, 7 points de retard, 9 points de retard. Mais les mecs, ils viennent quand ils ont envie de gagner, ils te gagnent tous ces matchs-là, vite fait, bien fait, tu vois. Donc ça fait qu'au final, maintenant, en compétition africaine, bah, le niveau, il est vraiment colossal par rapport aux gros clubs du continent. Et ça, ce plafond de verre-là, pour le passer, il faut une dynamique d'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que le championnat soit beaucoup plus compétitif, il faut que l'Orea soit mis beaucoup plus dans des difficultés, il faut que l'Orea se réinvente aussi. Et pour te réinventer, il faut que tu aies des problèmes en face de toi. Et aujourd'hui, l'Orea sur le plan local n'a pas de problème, et sur le continent africain a des problèmes. Où est-ce qu'il faut vraiment trouver? Ça aussi, c'est à la direction du club de le faire. Là, ça revient un peu sur la question du foot local et comment peut-être le vendre et le faire se développer. Je pense qu'il y a beaucoup de pays d'ailleurs qui ont ce problème-là, notamment en Afrique de l'Est, pour vraiment, on va dire, développer leur championnat. On a l'impression que les clubs, s'il n'y a pas un homme d'affaires qui vient, qui met la main à la poche, il n'y a rien. La Ligue, zéro. La Fédération, zéro. On dirait qu'il n'y a pas d'idée en fait. C'est compliqué à un moment donné de développer quelque chose avec 3 fois rien. Il faut un miracle. Ah, je suis complètement d'accord. J'ai été là-bas, je te le dis. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut vraiment, enfin, on peut rêver, on peut prier, c'est-à-dire on peut, au-delà des 5 prières obligatoires quand on est musulman, on peut en faire 15 si on veut. Mais ça ne sauvera pas. Ça sauvera pas parce que, tu le dis, le football, c'est une discipline. Il faut la connaître, il faut la développer. Tu vois. Aujourd'hui, quand tu vois la fédération, par exemple, avec l'équipe nationale, le côté branding, le côté image, c'est développé parce qu'il y a des gens qui sont venus, une équipe qui est venue, qui s'y connaît, qui a fait plus que l'équipe qui était là avant. Parce qu'avant, on avait des photos vraiment de qualité, voilà, je te dis même pas, alors que le budget sortait. Aujourd'hui, tu as des jeunes qui sont brillants, Saliou, Makadi, qui font dans la communication, qui font vraiment beaucoup de bonnes choses. Et ça se voit tout de suite, parce que c'est des gens qui maîtrisent le domaine, qui sont venus. Maintenant, dans la politique sportive, ce qui manque vraiment à ces pays-là, et notamment à la Guinée en particulier, c'est cette politique sportive-là. C'est comme tu le dis, c'est un homme d'affaires qui va venir, qui a de l'argent, qui va injecter son argent, et quand il décide d'arrêter, c'est-à-dire que
Moi, je vais te donner un petit exemple pour ne pas trop prendre du temps. Quand tu viens, tu es directeur sportif. Tu dois établir un plan sur 2, 3, 4, 5 ans. On vise ici, on essaie d'arriver là au bout de 3 ans, on essaie de gagner comment, on limite vos dépenses, etc. Tu en parles, ok, tout est séduisant, on accepte. Tu viens, tu commences à travailler et on te dit il faut acheter, écoute bien la logique, d'un président de club qui veut gagner. On te dit tu vas jouer la campagne africaine, oui, d'accord. Mais l'objectif tout de suite, pour toi, c'est pas d'aller loin en campagne africaine parce que tu n'as ni les finances, tu n'as ni la capacité, parce que ouais, voilà, tu n'as pas l'effectif pour même. Tu as des jeunes parce qu'à un moment donné, tu ne gagnais plus rien, donc tu as puisé sur ton centre de formation. Tu as la chance d'avoir une équipe de jeunes, donc tu peux les mettre à... Donc il y a beaucoup de travail. Mais non, toi, tu veux tout de suite gagner parce que tu veux intégrer les phases de poule, tu veux le chèque. Il faut acheter un joueur qui a été bon en 2015, alors qu'on est en 2020. On te dit, il faut qu'on recrute ce joueur-là. Tu te demandes, mais pourquoi il faut qu'on recrute ce joueur-là? La logique du président de club. Je te dis parce qu'il était bon en 2015. Il est où le lien? Donc en 5 ans déjà il a pris de l'âge. En 5 ans, c'est plus le même joueur qui avait été bon. Le football n'est plus joué de la même manière. Est-ce que le coach il veut jouer de cette façon-là parce que c'est un mec qui n'est plus rapide, etc. Enfin, mais on ne prend pas tous ces aspects en compte. Tu vois, on va dans l'aveuglement, on te dit oui, moi je veux ça, je veux profil, je veux grand, je veux nani, mais on ne prend pas en compte ce qu'on veut construire, tu vois, où est-ce qu'on veut aller et comment on veut aller là-bas. Et c'est comme ça, il n'y a pas de politique sportive. Sur le plan du club, sur le plan de la ligue, sur le plan de la fédération, il y a pas de, chacun fait, entre guillemets, il n'y a pas de DTN. Le DTN il est en place, il n'y a pas d'idée de football véhiculée. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que le football guinéen doit se jouer un petit peu plus comme ça, on doit se rapprocher à ce modèle-là. Il n'y a rien de tout ça. Quand tu parles football, c'est juste qui va aller à la CAN. Combien de personnes vont aller à la CAN? Est-ce que je serai dans la liste de la Fédé? Est-ce que je serai dans la liste de la Ligue? C'est combien les perdiens pour aller à la CAN? C'est ça qui intéresse les gens. Ok, j'ai une question pour toi. Est-ce que finalement, quand on voit que comme ça on n'y arrive pas forcément, est-ce qu'il ne faut pas moins responsabiliser le football, j'ai envie de dire, moins donner de l'importance au football et créer, tu vois, une certaine passion et de travailler en conséquence, c'est-à-dire travailler avec ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que comme le football, ça prend trop de place, évidemment, mais que ce soit dans la société ou que ce soit dans le sport en Afrique, il y a très peu d'autres sports qui émergent à part le football. Hein. Il peut y avoir des exemples ou quoi que ce soit de certains pays. Mais est-ce que parce que justement il y a trop de focus qui est lié au football et qu'on veut que faire ça, que tout le monde veut faire ça, que ça ne marche pas finalement? Il faut changer. T'imagines les mentalités que tu dois changer? Non, mais c'est une question que je pose. Ah. C'est pour ça que je la pose. Est-ce que en arrêtant de tout mixer sur le football, donc ce qui est forcément quand tu mises tout sur cette discipline et que celle-là, tout le monde c'est un peu le drame du ministère des Sports. Et le travail en fait, il est basé que sur un truc où tout le monde se dit oui, c'est dedans qu'il faut être pour pouvoir soit gagner sa vie ou pour pouvoir être vu ou quoi que ce soit au détriment d'autres sports. Si tu laisses par exemple le football, qui reste que le football et qu'on fait en conséquence, est-ce que ça, moi je pense peut-être que ça changerait quelque chose. Après, le football, et que tu donnes la place à tous les autres sports. Ouais, mais le problème, c'est que le surtout quand ça marche pas. Il est tellement instrumentalisé. C'est l'outil de politique de quasiment tous les gouvernements africains, si tu regardes bien. Le football, c'est devenu une arme politique. Et même pas que le football, l'équipe nationale A. Parce que tu peux avoir une équipe nationale qui est très performante, exemple du Sénégal, et un championnat qui est digne du tiers-monde. C'est typiquement ce que le Sénégal actuellement. Tu as la sélection, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand les gens ils découvrent vraiment ce qui se passe dans le football local, ils disent c'est pas possible. Comment est-ce que du coup cette équipe va avoir des résultats? Et malheureusement le football maintenant il est tellement politisé que ça va être très très compliqué. Moi je le dis, il y a des chefs d'État qui misent leur réélection sur des performances de l'équipe nationale, sur organiser une CAN justement. C'est ça le problème. Et va faire comprendre à ces gens-là, non, va leur dire mise plutôt sur le judo. Franchement. Non, c'est pas ce que je dis, genre seulement miser sur le judo, quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Mais je veux dire, en fait, plus banaliser le football. Voilà ce que je veux dire. Non, en fait, voilà, c'est ce que je veux dire. Les gens dans le monde pourront le faire. Mais malheureusement, comme maintenant le football est intimement lié aux politiques, ces gens-là ne vont pas l'entendre de cette oreille.
Pour moi, c'est ça le problème. Après, ça a toujours été une réalité en Afrique. Hein. Le football politique, c'était ensemble, encore plus exacerbant dans les premiers régimes. Hein. Ah oui. Le Sili de Sékou, au Congo, Mobutu avec les léopards, etc. C'était vraiment une arme politique, comme ça se faisait aussi en Occident dans les anciens régimes avec Mussolini, Italie et tout. Donc ça il y a toujours eu un lien entre l'appareil étatique et l'appareil footballistique, tu vois, parce que ça déchaîne beaucoup de passion. Mais ce que tu dis, moi je pense que c'est pas dans ce angle-là qu'il faut solutionner les choses, parce que ça pour moi c'est une démission et c'est une fuite en avant. Non, c'est une question. Oui, non, c'est une question. Parce qu'on a tout essayé, tu vois pourquoi? Non, on n'a pas tout essayé. Quasiment. Non, on n'a pas tout essayé. C'est justement ça qui est trompeur. C'est pas parce que les résultats sont pas là que ça veut dire qu'on a tout essayé. C'est parce qu'on essaye mal. C'est parce que, par exemple, si toi tu mets du 34 ou du 36 en chaussures, moi je te donne une chaussure en 48, tu vas pas me dire donc comme ça ne m'amène plus de chaussures. Non, c'est parce que je t'ai pas ramené ta pointure. Le jour que je te ramènerai ta pointure et que tu feras de mauvais matchs ou tu seras blessé aux orteils, dis-moi de ne plus te ramener des chaussures. Mais c'est pas parce que je te ramène du 46 que tu vas me dire bon, comme ça je mets plus de chaussures, je mets que des chaussettes ou des bas et je joue. Non, pour moi c'est pour ça que je dis qu'on voit mal les choses. Parce qu'aujourd'hui, il suffit juste pour moi de mettre les personnes qu'il faut, là où il faut, et de leur donner les moyens de leur politique. Quand tu prends un Diambobo, en 2020, quand j'étais là-bas, il était avec les U20, il avait toutes les difficultés du monde à travailler. Est-ce que tu vas dire, donc, comme ça, on ne fait plus appel à un Diambobo, etc., etc. Non, il n'a pas eu les moyens. Il n'a pas eu le cadre de travail idéal. Donc pour moi, c'est ça. C'est pour ça que quand je dis que les chefs doivent dire la vérité, on doit plutôt se concentrer sur le véritable travail de fond, plutôt que de continuer dans les discours et de voir qui va aller à la CAN, combien on donne, etc. Et tout. Il faut vraiment, au lieu qu'on exclue les gens dans le football guinéen, vu qu'on a tellement à faire, on devrait plutôt mobiliser les gens. Ce football-là est à la ramasse. Ah, je parle pas de il est à la ramasse. Je suis d'accord avec toi, c'est mettre des gens qui s'y connaissent aussi dans le football. Mais le football... Mais après, ça, on le dit souvent, mais le football, c'est une chose gardée pour certains, parce qu'il y a un business. Malheureusement, c'est que quand tu mets des nouveaux entrants alpha, s'ils sont bons, quelque part, ils te font vendre et ils te poussent vers la tu vois, c'est ça le problème. Pas forcément en Afrique, mais c'est plus vu en Afrique parce qu'on est encore beaucoup plus fermé, etc. Et tout, mais le problème, c'est quand quelqu'un qui est meilleur que toi vient, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais à la base, mais tu lui mets tes bâtons. C'est pas mauvais. Moi, tu m'apprends sur le football sénégalais et beaucoup de choses sur le football africain. Je pleure pas dans ma chambre. Je suis content de t'écouter. Parce que j'apprends de toi. Tu vois ce que je veux dire? Quand Ibou te parle de football, il a fait des matchs de Ligue des Champions. Tu écoutes, tu peux pas dire parce que toi tu regardes à la télé, nanana, quelqu'un qui a fait un vestiaire, qui a marché dans un tunnel, qui a été dans cet environnement-là pendant des années, même si tu as regardé 4600 matchs, moi je pense que je l'écoute plus c'est normal parce que le ressenti, etc., c'est différent. Donc quand quelqu'un qui s'y connaît mieux que toi vient dans la gestion de quelque chose, apprends. Et le problème en Afrique, c'est qu'on refuse d'apprendre. Et on refuse d'apprendre, on ferme des portes, et justement les résultats ne suivent pas. Et c'est ça le problème chez nous en fait. C'est pas il faut changer, il faut aller sur le basket, il faut essayer de mettre les autres sports en avant. Bon déjà ça, moi j'ai toujours critiqué, les ministères des sports en Afrique, c'est le ministère du football. Voilà, ça aussi, c'est pour ça en fait, il faut taper du poing sur la table aussi. Les ministres pour moi, ils sont là, la CAN est l'approche, etc. Ils savent même pas combien de disciplines il y a dans le pays, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ça, si tu n'es pas capable de le faire, mets-toi en place un cabinet qui est capable de le faire. Mets-toi dans ton cabinet un spécialiste du football, un spécialiste du basket, un spécialiste du handball, beaucoup de spécialistes. Et tu peux créer, on sait que les ministères ont des budgets, ont des fonds. Crée-toi une cellule de réflexion sur le football, une cellule de réflexion sur le basket. Tu vois, il y a un peu d'argent. Vois pas les milliards qui sortent juste pour ton compte en banque en Suisse ou ailleurs. Essaie de les mettre aussi sur le terrain, tu vois, pour travailler. Mais nous, chez nous, le problème, c'est que moi, je ne vais pas le nommer, à un moment donné, je ne vais même pas dire son poste, sinon ça va être connu rapidement. À la fédération, tu parles avec un mec qui est responsable, il ne sait pas c'est quoi un hors-jeu passif. Il est à la fédération. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est à cause de ça que tu vas changer? Non, c'est parce que tu as mis quelqu'un qui n'est pas capable. Un mec qui est dans une fédération qui a un poste de responsabilité très haut, il ne sait pas c'est quoi un hors-jeu passif. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu penses qu'on peut gagner quelque chose avec ça? On ne peut pas. Et on est la Guinée, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Pour moi, aujourd'hui, c'est d'être vraiment dans la rigueur, de mettre en place des mécanismes, des schémas qui peuvent nous aboutir à gagner quelque chose. C'est ça qui devrait être la priorité nationale. Pas dire oui, on fait ci. Les beaux discours, on les a beaucoup fait. Quand Michel Dussuet venait, moi je sais que c'était la construction. Avec vous. La Guinée, ça a toujours été reconstruction. Quand Lélas Bangboa était là, reconstruction. Non, mais c'est quand on sort de la reconstruction. Tu vois, moi c'est ça qui me fait mal en fait. Ouais. Parce que Kaba il va quitter,
quelqu'un d'autre il va venir, il va prendre 7, 8, 9 jeunes, reconstruction. Lui aussi il va quitter dans 4 ans, reconstruction. Mais reconstruction jusqu'à quand? Reconstruction jusqu'à quand? Quand vous êtes venu 2012, c'était reconstruction. Et cette équipe-là, Michel Bussuet est parti, etc., ça s'est arrêté à un moment donné, ça n'a pas suivi. Toi, tu es devenu ancien, capitaine, tu as même pris, ta retraite aujourd'hui, on te parle encore de reconstruction. C'est quelle reconstruction? Non, mais on est éternellement en reconstruction. C'est l'histoire sans fin. Tu vois, et le problème, c'est que même ceux qui... Mais le problème, c'est que tu as beaucoup de businessmen dans le football. Moi, ça ne me dérange pas que tu fasses du business avec le football. Chacun a une vocation, pour moi. Tu vois, il y a des gens, ils sont très doués pour faire du business avec le football. Branding, se mettre en avant, des sociétés, créer. C'est bien. Le football a besoin de toutes ces branches-là. Le business, ceux qui connaissent le football, ceux qui connaissent les joueurs, ceux qui connaissent la diététique, ceux qui connaissent le mercato, les ventes, les carnets d'adresses. On a besoin de tout. Aujourd'hui, quand moi, je vais voir des matchs dans les clubs, à Nice, j'étais à Nice par exemple, tu vois, il y a 7-8 mecs qui sont dans les tribunes, qui travaillent pour Nice. Ils sont en train de prendre des vidéos, ils sont en train de faire des data, ils sont en train d'analyser. Ils vont tout stocker comme données pour donner à l'équipe du coach. Tu vois, il y a 7, 8, 9 mecs. Et ils sont tous en train de travailler. Mais va dire ça à un président de fédération, juste pour une sélection, prends-moi 7, 8, 9 mecs comme ça. Et pourtant, l'argent y est. Oui, mais ils le feront pas. Ils le feront pas. C'est ça. C'est moi ça que je déplore aussi. Ouais, pourquoi ils le font pas? C'est ça. C'est ces questions-là qu'il faut leur poser aujourd'hui. Parce que l'argent, il y est. Le budget, il est vraiment conséquent, il est là. On sait ce que la FIFA donne, etc. Et surtout, le foot féminin n'est pas très suivi chez nous, il n'est pas dépensé. Donc, tout cet argent-là, tu l'amènes où? Tu vois, moi, c'est ça qui me dérange vraiment. 7, 8, 9... Mais chez les gars, ils font pas ça? De quoi? Je vais te dire un autre truc. À l'heure actuelle au Sénégal, il y a un sélectionneur, je ne dirais pas quelle équipe, mais il y en a même plusieurs qui coachent des sélections nationales du Sénégal qui n'ont pas de contrat. C'est ça la réalité. Ou qui demandent d'étoffer leur staff et on leur a dit non. Alors qu'ils demandent ça pour la performance, c'est pas pour du luxe. Tu vois? C'est pas normal pour moi. C'est pas normal. Et c'est ça qu'il faut changer. Pour moi, c'est ce pourtant, le Sénégal est pris maintenant comme une référence. Et pourtant, ça, c'est la réalité. Mais ça, les gens ne crient pas sur tous les toits. Parce que c'est des trucs en interne. Mais c'est la réalité. Ça, c'est déplorable. Le problème du football, notamment en Afrique, c'est qu'en fait, on sait combien, par exemple, la FIFA donne. Il y a certaines sommes, on sait que ça, c'est rien pour le football. Mais quand tu as le résultat, tu te dis, cet argent, il est passé où? Et clairement, tu te dis que cet argent, il n'est pas allé dans le football. Il est allé autre part. Et c'est ça le principal problème. Et le pire, c'est que dénoncer ça, ça fait de toi la négrie. C'est ça qui est fou. Ça, on a l'habitude. C'est ça qui est fou. Tu vois, quand tu dénonces ça, on dit que t'es aigri. Non, tiens, c'est tout bête. Moi, si tu me dis, oui, par exemple, la FIFA nous a donné 100. Je dis, ok. Mais moi, dis-moi juste, il y a 50 qui sont allés dans la section A, 20 qui sont allés dans le football local, 10 dans le football féminin et 5 chez les jeunes. Ok, tu vois, tu arrives à ton compte, il reste 5, on l'a mis pour frais de fonctionnement, entre guillemets, la fédération. Tu vois, tu n'as pas détourné beaucoup, tu as détourné un peu. Pour moi, en fait, voilà, tu vois, il faudrait juste qu'il y ait une traçabilité. Mais même cette traçabilité, on ne l'a pas. On te dit, voilà, tu sais, on a reçu à peu près ça. Après, voilà, il n'y a pas. Il y a peu. Et tu demandes, j'ai demandé, tu vois, il n'y a pas. Tu ne peux jamais le voir. Et mais ça aussi, d'un côté, c'est aussi le problème de la CAF de ne pas vérifier ça. Non, de la FIFA, là, pour la FIFA. Après, remarque, la FIFA fait pareil. Oui, mais eux, ils donnent les dotations. Si, elle peut aussi vérifier, et tu sais que si... C'est ce qu'elle devrait faire. C'est parce qu'ils ne vérifient pas qu'aussi non, tu fais la FIFA vérifie. Ok. Sauf que les documents qui sont fournis, sur les documents, c'est marqué où est parti l'argent à la FIFA. Pour la FIFA, les documents sont fournis. Comme quand on a mis 10% dans le football féminin, etc. Moi, je sais qu'à un moment donné, on organisait sur 2 semaines un faux tournoi féminin pour dire que telle équipe a été championne féminine du football féminin. Et la FIFA, eux, ils n'ont pas le temps de tout regarder. Ils voient juste les comptes, les compétitions qui ont été exécutées, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tromper, entre guillemets. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont arrêté les projets Goal. Exactement. Parce qu'à un moment donné, on te donnait des sommes folles, des millions de dollars pour aller construire des infrastructures qui n'ont jamais vu le jour. Ouais. Moi, j'ai l'exemple d'un pays, ils ont reçu plus de 2 millions de dollars, ils ont posé une pierre. Et ils partaient, ils ne voyaient pas les édifices. Ils ont posé une pierre. Ça fait cher la pierre quand même. La pierre à 2 millions quand même. T'imagines? C'est terrible. En fait, là, on parle spécialement de la Guinée parce que c'est vraiment une année... quasiment catastrophique pour nous avec tout ce qui s'est passé, tu vois, entre le sportif et le retrait de la CAN ou quoi que ce soit, mais quand on écoute, c'est que c'est un peu global à tout le monde. Mais là, je suis d'accord avec toi, c'est pas parce que chez les autres c'est pas bon que nous, ça doit pas être l'excuse de dire ah mais regardez là-bas ça va pas ou ça va moins bien que nous, non, parce que
En plus, nous, on a quand même un certain standard. C'est-à-dire, non, pas même pas un standard, parce que finalement, comme tu dis, on n'a rien gagné. On soulève quand même une certaine espérance, parce qu'on a des bons joueurs, et que tu sais que la Guinée, c'est capable de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas une équipe que tu regardes et tu dis, ah non, la Guinée, ça représente quand même quelque chose. Surtout sur le talent brut. Moi, voilà. Quand j'ai été à Kaloum, on a eu des coachs. On a eu Amara, du Sénégal, Amara Traoré. On a eu Zawi qui a été avec la Côte d'Ivoire en finale, Amara qui a été aussi à la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, donc deux coachs expérimentés sur le continent, qui m'ont dit tous, le Guinéen, lambda, le footballeur jeune guinéen, est le plus doué de la sous-région. Mais tactiquement et dans l'intelligence émotionnelle, etc. sur le terrain, il a beaucoup à apprendre. Donc nous, on a une matière brute, c'est l'histoire du pays. C'est-à-dire que la Guinée a toujours eu des ressources, mais pour les transformer, un diamant, faut le tailler. c'est ça. Et nous, justement, c'est malheureux qu'on ait tout ça et que malheureusement, on est des businessmen au lieu des gens qui connaissent le football. Et c'est ça qui fait vraiment... Quand tu vois un Diambobo, moi ça me touche beaucoup en 2020, qui n'a pas vraiment pu travailler comme il devrait, sinon l'expérience de Diambobo. Tu vas passer de l'expérience de Diambobo. Tu vois, c'est quand même Diambobo, quoi. C'est grand joueur, c'est Celtic, c'est une rigueur, tu peux pas laisser passer ça, tu peux pas abandonner tout ça, il faut réunir tous ces gens-là. Et puis à un moment donné aussi, il faut que tu t'élèves au niveau de, notamment quand on parle d'équipement de ta sélection A, parce que maintenant la Guinée quand même, tu as des sacrés joueurs. Naby Keïta, il est connu partout quand il fait des tournées avec Liverpool, les Amadou Diawara, maintenant tu as ramené Ilex Moriba, tu as ramené Diakhaby, tu as ramené Girassi, Bayo et autres. Tu as quand même de quoi faire, tu as de quoi faire. Et ces joueurs-là, il faut que tu les mettes dans des bonnes conditions. Et ensuite, il faut que ça découle sur tout le reste. Tu ne peux plus te permettre de juste dire, oui, si on ne se qualifie pas à la CAN, c'est pas grave. Pour moi, non, c'est grave. Non, pour moi, mais non. c'est pour ça que moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ce serait... je l'ai dit, hein, par contre, ce serait ça, ce serait encore ça, ce serait une désillusion pour moi, plutôt qu'on nous ait retiré la CAN. Moi, que ça sorte de la bouche d'un responsable, je trouve ça très grave. Je trouve ça gravissime. Mais vraiment, je trouve que le message envoyé, même si à l'interne. Avec autant de joueurs, surtout c'est ça en fait. Tu vois, si tu n'avais pas les joueurs. Moi je pense que c'est un message de façade. Moi je pense qu'à l'interne. Pour montrer que. Non, moi je pense qu'à l'interne, tu peux même dire oui, on ne se met pas la pression, etc. Pour essayer de la mettre à l'aise. Mais en public, tu ne peux pas tenir en tant qu'une voix officielle. Comme quoi ne pas aller dans une compétition africaine. En fait, surtout au vu des joueurs que tu as. Si tu n'avais pas les joueurs pour, il n'y a pas de souci. Mais tu as quand même des joueurs de football. C'est pour ça que moi je pense que, regarde, tu vois, les autres équipes, c'est pour ça qu'on a des difficultés. Hein, les autres équipes ne nous sous-estiment pas. Oui. Et nous, quelquefois, on se surestime. Oui. Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant, tu arrives contre la Gambie et tu passes pas. Parce que la Gambie, ok, on va dire c'est la Gambie, mais par exemple, prenons un exemple, tu joues contre l'Algérie. Mais Belmadi, quand il le dit en conférence de presse, eux c'est dur contre eux historiquement, on ne gagne pas tout le temps, on fait attention. Et ton match, tu vois, au moins ta première mi-temps, elle te prouve que tu peux tenir contre eux, tu rivalises avec eux. Mais tu vois, l'Algérie, elle ne te sous-estime pas. Quand c'est chaud, on fait rentrer, au début on dit, oh, on laisse la chance aux autres, ça va être des matchs amicaux. Quand c'est chaud, on fait rentrer Marez, on fait rentrer Bali, on fait, tu vois, parce que dit, même si c'est un match amical, eux, il faut qu'ils le gagnent, hein, parce qu'on est dans une situation où le match, il faut le gagner, hein, nouveau public ou quoi que ce soit. Donc l'Algérie ne te sous-estime pas. Quand tu vas jouer contre la Côte d'Ivoire, ils ne jouent pas avec l'équipe C où on laisse... Tu vois ce que je veux te dire? Et nous, des fois, on ne voit pas ça. On se dit, ouais, non, quand même, on est assez bon. Donc, moi, je trouve qu'il y a cet écart-là entre les équipes qui ne sous-estiment pas et on tombe sur un os, et nous qui, des fois, nous surestimons ce qu'on est capable de faire. Tu es mieux placé pour le dire parce que tu as été capitaine. Dis-moi, est-ce que vous vous surestimez? Moi, j'ai toujours cru ça. Mais si toi, tu le dis, moi j'ai toujours pensé ça. J'ai toujours cru que le Guinéen, notamment dans notre football, on se voit plus beau qu'on est. Mais quand tu entends le Guinéen parler... Quelquefois, je le pense. Même dans la mentalité des joueurs. Hein. Moi, j'ai été beaucoup... Enfin, tu sais, à chaque regroupement, quand tu parles, j'ai beaucoup d'amis dedans maintenant qui sont presque pas là. Les Hello, les Las, etc. Mais quand tu les entends parler, c'est... Ouais, eux, ils sont la Guinée, quoi. Tu vois. Et après, derrière ça, quand tu te demandes, mais c'est quoi la Guinée? C'est années 70, c'est Sheriff Suleiman. Ah d'accord, depuis 70, ok. C'est Espoir avec en 2012, avec Dussier. Tu vois, c'est rien.
Mais quand tu dis ça, c'est un problème. C'est que tu n'aimes pas ton pays. Non, moi je préfère être dirigeant, dire vraiment on n'est rien, qu'on arrive à quelque chose, plutôt que de continuer à dire mais ça fait combien de temps on dit on est quelque chose, on ne gagne rien. Et maintenant c'est la Gambie qui nous tape. Bientôt ça va être le Lesotho qui va faire une gagne, qui va nous taper. Bientôt ça va être l'Érythrée qui va pouvoir se qualifier, Swaziland, etc. Non mais c'est vrai, parce que individuellement, et bon lui il a été dans l'équipe, il sait. Et puis il y a tellement de manque, de collectif, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et tout ça, ça tourne sur les dirigeants. Moi, je pense que quand tu as des dirigeants vraiment qui ont des discours qui sont carrés, qui te mettent une certaine... Parce que pour moi, je suis désolé, il faut une certaine forme de pression. Surtout dans le football africain. Tu as vu Hervé Renard quand il est venu en Côte d'Ivoire. Grosse pression, grosse prestation, etc., etc. Tu vois quand il va en Zambie, grosse pression, etc. Tu vois aussi quand Aliou Cissé vient au Sénégal. Grosse pression, gagneur, etc. Donc pour moi, des dirigeants au terrain, il te faut cette arme-là, cette grosse pression-là, parce que le footballeur africain en général, on sait, il peut vite se laisser aller, et puis il peut vite oublier les réalités, etc. Donc si les dirigeants sont également laxistes, fait bis-bis, pote avec les joueurs, non, ça peut pas marcher. Et bon, bref, on va pas rentrer dans les... C'est une crise des dirigeants, il faut déjà voir ça. Malheureusement, leur tourne, ça passe vite et ça arrive déjà à sa fin. Avant de finir, on a un classique qu'on fait ici Alpha. Il faut que tu nous donnes un 11. Tu as le choix. C'est toi qui concours ton 11 avec une thématique. Je sais que toi, tu es un amoureux de Serie A. Ouais. Est-ce que tu vas nous préférer donner quoi? Ton 11 de cœur, ton 11 de la Serie A ou peut-être ton 11 guinéen? Mon 11 de cœur, comme ça je peux mélanger tout. Allez, vas-y. Mon 11 de cœur, mon méga sûr. Dans les buts de Buffon, légende. En défense, en défense centrale, Maldini Nesta. Ouais. Maldini Nesta. À droite, Cafou quand même. C'est compliqué de pas mettre quand t'adores la Serie A. C'est un 11 Serie A en fait. C'est un 11 Serie A. Il a dit méga sûr. Ça va finir par ça, faut que je pense aux autres championnats. Bon, à gauche, Marcelo. Ouais. Pas Serie A. Toi, tu joues comment déjà? Voilà, on va dire 4-2-3-1 ou 4-3-3, je pense. Ouais, ça dépendra qui je dois enlever. Mais maintenant, au milieu, je vais te mettre. C'est compliqué, hein, faire un 11. Choisir, c'est éliminer. Hein. Pirlo. Ouais. C'est dur. Pirlo. Non, milieu de terrain, c'est plus dur. Ouais, c'est bien, t'as trop de bons joueurs. T'as trop de bons joueurs. Trop de joueurs. Bon, Pirlo et. Je veux mettre des Espagnols, les Mendieta, Barara, tout ça, mais. Non, là, c'est loin. C'est loin, hein. C'est juste un cœur. Parce que l'équipe de cœur, lui, c'est vraiment un gars de cœur, quoi. Mais je te dirais Pirlo et. Pirlo et Zizou. Ouais. Pirlo et Zizou, je vais essayer de faire un 4-2-3. Pirlo Zizou, devant à gauche Ronaldo CR7. À droite, ou alors en 10 Messi. Ouais. En 10 Messi. En pointe de l'attaque R9. Et à ta droite par là, Del Piero. Ça a de la gueule. Et ton coach? Le meilleur coach du monde, José Mourinho. C'est validé. En tout cas, Alpha, merci d'être venu. Bah écoute, merci. Toujours un plaisir avec toi de parler football et parler football guinéen et africain. Bien sûr. On leur a compris le message aux dirigeants. Hein, voilà, pour changer les choses, faites la place à des nouveaux, des gens qui sont pleins d'idées, qui sont passionnés. Et surtout, mettez les bonnes personnes à la bonne place. Ça va être le mot de la fin, non? Bah on espère que ça va être entendu, mais j'ai pas forcément de grand espoir. Tu sais, Tiken, il a beaucoup chanté en Afrique. Aujourd'hui, ça a pas beaucoup changé les régimes. Quand je vois le Moro, il a les cheveux blancs là, il a arrêté de chanter, mais il y a toujours des régimes dictatoriaux. On va quand même rester positif.